quand je pose la question. Il y a beaucoup de maladies dans le corps qui viennent de l'Europe. Certains, le SLRP, le cirrhose, ces choses-là. Si vous n'avez pas soigné longtemps avec des produits d'OGM, donc il n'y avait peut-être pas une grosse cause à effet, un effet, en tout cas, c'est la question si vous avez soigné longtemps. Puis l'autre chose que je peux apporter, c'est les OGM par nos vendeurs, parce que moi je suis sollicité par les vendeurs, c'est pratiquement juste ça qu'on nous offre. Les maïs straight, si on peut dire, conventionnels, il n'y en a à peu près plus dans les lignes de vente. Il faut les chercher. Il y a certaines compagnies qui en vendent, mais c'est des petites compagnies et non les grosses multinationales. On est poussé à ça en agriculture, dans le conventionnel. Puis l'agriculture biologique, ça se fait à petite échelle. Vous avez vu la madame tantôt qui fait des légumes, elle fait 2 hectares. Chez nous, je ne peux pas penser à ça. J'ai 100 hectares dans mon sol, puis j'ai des animaux à m'occuper. Les OGM facilitent la vie aux agriculteurs qui sont obligés d'agrandir les surfaces pour être capables d'aller vite. C'est un mal de société, là. C'est toujours économique. Je vous juste donner un exemple, le maïs OGM, ils sont rendus à des prix à 200$ la poche. Il y a 20 ans, ça coûtait 50$ la poche, cultivé à la même grandeur. Notre maïs qu'on vend sur le marché, il y a 20 ans, on pouvait le vendre 120$ la tonne, on va en vendre encore 120$ la tonne aujourd'hui. Combien? Les 3-4 dernières années, ça roulait autour de ça, 120$ la tonne. Là, cette année, il est un petit peu plus dispendieux, et c'est à cause de l'éthanol. Là, la bulle est en train de péter parce qu'il y a beaucoup d'usines d'éthanol qui ont été. Il était censé construire beaucoup d'usines d'éthanol aux États-Unis. Puis j'ai vu dans des articles que ça avait beaucoup diminué parce que le prix de l'éthanol avait baissé. Fait qu'il y a beaucoup d'impact économique là-dedans. Puis il y a beaucoup de lobbies qui poussent pour vendre les OGM. Puis l'agriculteur est pris là-dedans. Ça facilite l'ouvrage, on ne peut pas nier ça. Là. Mais c'est quoi les causes à effet? Personne n'y est dans ça. Moi, c'était pour ça que j'étais venu ce soir pour avoir plus d'informations là-dessus. Parce que l'agriculture, en tout cas, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui sont comme ça, là, mais on nourrit le monde, donc il faut savoir ce qu'on donne au monde. Là, on ne le sait pas. Merci. Donc, peut-être dernière série de réponses. Merci pour votre témoignage. Écoutez, je crois que vous avez raison, hein, je ne commenterai pas sur la fin, c'est comme ça. Reste à penser que notre système économique, là, il dépend beaucoup des aides, il dépend beaucoup du système agricole qui est choisi par la politique. Et c'est sûr que si on voulait changer le système et qu'on donnait plus aux agriculteurs, je suis d'accord avec vous, ils sont pris dans le système. Hein. Et donc, ils ne peuvent cultiver que ce qu'on leur offre. Et, comme je vous l'ai dit, ça facilite les méthodes d'agriculture intensive, je suis d'accord. Et c'est le dernier fleuron du système. Je ne pense pas que ça les facilite de manière saine, c'est-à-dire que, évidemment, c'est bien que l'agriculteur puisse avoir moins de travail, mais ce qui est mal, c'est que c'est des plantes qui vont contenir des pesticides, c'est-à-dire du maïs qui va contenir de l'insecticide pour le maïs BT. Alors en Europe, et je commence par la dernière question, en Europe, ce qu'on fait, c'est pas, j'ai pas dit qu'il n'y en avait pas eu d'importé, j'ai dit qu'il n'y avait pas eu de cultivé. C'est 0,05%, 0,02, 0,05% des surfaces de maïs, 100 fois moins que l'agriculture biologique en Europe. Et donc, on a surtout importé, parce qu'on a importé, ça a servi surtout à l'alimentation animale. Et donc on a importé, disons, 50-60% d'OGM qui ont servi à l'alimentation animale, notamment entre 2000 et 2003. Et puis ensuite on a mis l'étiquetage sur l'alimentation animale. Donc tous ceux qui ne veulent pas donner à manger d'OGM à leurs animaux peuvent le faire. On a des poulets de louer, des poulets d'origine contrôlée, des animaux d'origine contrôlée, des poulets bio, etc. On a beaucoup de filières, les filières bio Carrefour, qui est votre Walmart ici, etc., qui n'utilisent pas d'OGM dans leur filière. Donc, on a un moyen de le faire. On pourrait faire des études comparatives sur la santé des animaux. Comme vous l'avez compris, on ne l'a pas fait, puisqu'on ne peut même pas le faire sur les rats en laboratoire. Donc, c'est vrai que c'est malheureux, parce que c'est les agriculteurs qui sont pris en otage. On ne voit pas trop les effets sur les animaux, sinon peut-être un affaiblissement, parce que c'est une maladie à long terme, et souvent on tue les animaux avant. Donc, c'est pas sain de manger des animaux malades s'ils deviennent malades, donc on a un problème là
sûr que vous préféreriez produire beaucoup moins, avoir plus de temps libre et avoir une agriculture de meilleure qualité, et que si ça c'était mieux payé que le reste, vous feriez ça. Mais vous êtes dépendant du système, et comme tous d'ailleurs. Donc c'est bien le système qu'il faut transformer. Et pour répondre à la dame sur le PT, il y a des petites bactéries dans le sol qui sont de vrais réservoirs à insecticides, ça s'appelle Bacillus thuringiensis. Il y en a quelques centaines de souches différentes qui contiennent chacune une mixture de quelques insecticides différents. Et ces bactéries ont été utilisées soit en cristaux, soit en séché pour répandre sur le maïs. Alors, ce qui se passait, c'est que c'était des toxines non activées. C'est-à-dire que d'abord, elles ne rentraient pas dans la plante. Ensuite, il fallait que ces toxines soient dissoutes dans l'estomac d'insectes grâce à l'aspect basique, enfin grâce à un aspect chimique particulier, une enzyme particulière de l'estomac de l'insecte pour devenir active. Ce qui fait qu'elle ne pouvait pas être en contact directement avec notre estomac, parce qu'il fallait qu'elle soit activée d'abord, et puis parce qu'elle ne rentrait pas dans la plante. La situation est complètement différente quand on modifie ces toxines par l'homme, on les rend plus solubles, on les rend plus actives directement, elles n'ont pas besoin d'être digérées par l'insecte pour être actives, elles sont directement actives, et qu'on les fait produire par la plante, parce que là on en mange directement, et c'est la toxine directement activée et surtout modifiée. Donc la situation est complètement différente de l'agriculture biologique, parce que dans un cas on n'en mange pas, et dans l'autre on en mange, ou les animaux en mangent. Et c'est sûr que c'est un insecticide puissant qui permet en agriculture biologique, bon, enfin il n'est pas très utilisé en agriculture biologique dans certains pays, peut-être plus que dans d'autres, mais c'est pas un des principaux outils, mais quand même c'est un outil. Et ce dont on se rend compte, c'est que si des insectes deviennent résistants, comme ça s'est passé sur le coton, on a un risque évidemment de perdre l'utilisation du PT. Je ne pense pas que ce soit le risque majeur, parce qu'en fait, il y a suffisamment de cultures pour que les insectes aillent ailleurs et qu'il n'y a pas eu beaucoup de résistance d'insectes résistants au PT. Ce qui se passe par contre, c'est que d'autres insectes, d'autres parasites viennent. Par exemple, on a dit souvent qu'on a fait des maïs contre la pyrale, et c'est des coléoptères, Diabroticea virgifera, la chrysomèle, qui est devenu un des parasites principaux, et puis on a fait des maïs contre ce nouveau parasite, et maintenant on fait des maïs contre les deux parasites à la fois. Donc on appelle, en fait, en faisant des maïs qui font un insecticide contre un type de parasite, c'est un deuxième qui vient, il n'y a pas besoin d'attendre que le premier devienne résistant, c'est un autre qui vient, un parasite, et comme ça, le cycle, la fuite en avant se fait. Nous avons une toute dernière question, et on conclut. Paul Legault, c'est un citoyen intéressé par le sujet. Ma question est intéressante parce qu'il existe des exemples d'applications OGM commerciales qui soient respectueuses et éthiques. Petite, moyenne, grande échelle. Alors, eh bien, dans l'environnement, je vous ai montré ce qu'il y avait. Donc, c'est 99,99% de plantes à pesticides. Voilà ce qu'il y a dans l'environnement, c'est ça. Dans les laboratoires, eh bien, ça ne va pas être respectueux de l'environnement puisque c'est pas dans l'environnement. Donc, au niveau éthique, si c'est un médicament, par exemple, on peut penser que c'est éthique, bien sûr. Par exemple, l'insuline produite pour les diabétiques en milieu confiné, tandis que dans l'environnement, je vous ai dit, il n'y a que des plantes à pesticides dans 99,99% des cas. Dans le reste, c'est la papaye résistante au virus sur une île, c'est des plantes qui ont été résistantes à un virus, mais qui ne le sont plus parce que le virus mutent vite. Donc il y a très peu de choses différentes de ça dans l'environnement. Merci. Avant de conclure, peut-être je voudrais quand même rappeler qu'il y a eu pendant à peu près 9 mois une commission sur l'avenir de l'agriculture.